D'après moi, nous avons affaire non pas à un problème cyclique ou même un problème de gestion, comme la plupart des gens pensent. On a affaire à un problème structurel. Et la démonstration de cela provient de la théorie de la complexité, qui montre que n'importe quel réseau, système en réseau, a des caractéristiques communes, indépendamment de ce que l'on processe dans le réseau. Ça peut être une biomasse dans un système écologique, ça peut être l'information dans votre corps, ça peut être de l'argent dans une économie. Finalement, le processus est similaire, ce sont des réseaux dans lesquels les échanges se font dans l'ensemble du réseau. Et s'il y a un morceau qui manque, c'est pour la créer, non, soit économiquement, ou que ce soit biologiquement. Alors, il y a eu 25 ans de travail sur ce qui rend un système écologique durable. Et on a pu quantifier ça mathématiquement. Et le résultat, c'est que nous avons une courbe. Enfin, il y a en fait deux pôles qui doivent trouver une balance. L'un, c'est l'efficacité du système à processer ce qu'il processe. Dans le cas de l'économie, c'est de la monnaie. Dans le cas c'est de la biomasse, dans le cas d'un écosystème. Et l'autre, c'est la résilience, qui est la capacité de rebondir, de surmonter un obstacle ou un défi quelconque. Changement d'environnement, une maladie. Bien. Ces deux pôles sont mutuellement exclusifs. Plus vous avez de la diversité et de l'interconnectivité, vous avez plus de résilience, mais moins d'efficacité. Plus vous avez de l'efficacité, vous avez moins de diversité, moins d'interconnectivité. Il y a une fenêtre dans laquelle un système peut être durable, qui est assez étroite. Et lorsqu'on dépasse d'un côté ou de l'autre, le système s'écroule. Donc voilà maintenant pour vous démontrer cela, c'est le travail de Robert Ulanovich et ses associés aux États-Unis. Une caractéristique de la théorie des systèmes et des théories des réseaux, c'est que lorsque des structures similaires ont des manières de se conduire similaires, donc ils n'ont pas, on peut transférer d'un domaine d'application à un autre domaine ce qu'on peut trouver. Or, qu'est-ce qu'on trouve? Lorsque vous avez un monopole d'une seule type de plante ou d'animal dans un environnement, qu'il y a un animal qui ne dépend que d'une seule type d'une seule plante, si cette plante a un problème, il est assez prévisible que l'animal va disparaître avec la plante. Et ça peut être très efficace, mais ce n'est pas résilient. C'est exactement ce qui s'est passé dans le système monétaire. On a justifié le monopole d'une monnaie nationale sur base de l'efficacité de l'économie nationale pour la formation des prix et les échanges. On justifie alors, la deuxième étape avec Milton Friedman a été de généraliser ce concept à l'échelle mondiale. Il est plus efficace d'avoir des marchés mondiaux de devises que d'avoir des interventions de gouvernement pour essayer de maintenir des relations entre les différentes monnaies, parce que c'est plus efficace. Donc on est allé bien au-delà de la fenêtre de viabilité. Donc je dirais que si on peut prendre une image, je vous donne une voiture sans frein et avec un volant qui ne marche qu'une fois sur deux, je vous envoie traverser les Alpes, et quand vous vous cassez la figure, ce qui est 100% certain, on vous dit mais c'est un très mauvais conducteur, ou bien vous avez utilisé de mauvaises cartes. Voilà le problème. Alors qu'en fait, personne ne veut regarder la voiture. Personne ne veut regarder le système monétaire lui-même, qui structurellement n'est pas viable, comme un monopole d'un seul type de monnaie, imposé à l'échelle mondiale par les différents
pays. Dans chaque pays, c'est le même jeu. Nous avons en fait une seule monoculture. Et nous savons que la monoculture n'est pas viable. Donc voilà le problème systémique et structurel. La solution, c'est donc d'introduire une diversité et d'introduire une plus grande interconnectivité. Or, c'est précisément ce que font les monnaies complémentaires. Ce sont des institutions différentes des banques et la monnaie est différente de l'argent créé par les banques. Chacune de ces monnaies permet en fait des échanges qui autrement n'auraient pas lieu, donc une plus grande densité d'interconnectivité. Donc voilà le problème structurel et voilà d'où vient la solution. Alors, spécifiquement dans le contexte de la crise actuelle, je pense que ce qui est le plus urgent, c'est d'éviter que la contagion ne se généralise du secteur financier vers le reste de l'économie, et donc de l'emploi et tout le reste. Donc, avant que les problèmes ne deviennent sociaux, quelqu'un qui a perdu son job et qui perd sa maison et tout ça, devient un problème social, tandis que si on parvient à sauver l'économie productive, l'économie réelle, de la contagion, on évitera une partie de ce problème. Je crois que ça, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Ça vient littéralement, nous perdons 5500 emplois par jour en Europe. Donc, chaque mois, ça fait pas mal de gens qui deviennent des problèmes sociaux à long terme. Donc, la solution, c'est d'introduire une solution qui a déjà inventée dans la crise des années 30 en Suisse, qui s'appelle le VIR. Le VIR est une monnaie parallèle, une monnaie complémentaire, qui fonctionne entre entreprises et qui permet en fait de contourner l'étranglement par les banques. Ces monnaies n'ont pas d'intérêt, donc on peut faire des échanges entre eux, c'est en création en crédit mutuel, exactement comme un CEL. Je fais quelque chose pour vous, je vous vends quelque chose, j'ai un crédit, vous avez un débit. Avec mon crédit, je peux acheter autre chose. Avec votre débit, vous pouvez le compenser avec une autre activité. Sauf qu'évidemment, les acteurs principaux sont des entreprises. C'est ça la différence. Et je pense qu'il y a une urgence de faire ça. Et il y a actuellement, en fait, 4 projets en gestation pour faire des nœuds pour créer un système de type VIR en Suisse, mais à l'échelle de la zone euro. Donc voilà le projet actuellement dans lequel je suis engagé. Et je travaille actuellement avec le gouvernement flamand en Belgique, entre autres, pour faire un projet pilote là-bas. Donc voilà où on en est. Cette approche a fait ses preuves en Suisse depuis 75 ans. Et on a démontré, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, que la stabilité de l'économie suisse n'a rien à voir avec les montagnes, ni les vaches, ni le chocolat. Tout ça, ça a à voir en fait avec l'existence d'un système monétaire dual. Et ce qui se passe chaque fois qu'il y a une récession dans l'économie suisse, le volume des monnaies complémentaires augmente spontanément, tandis que quand il y a un boom dans l'économie normale, c'est l'inverse qui se passe. Les monnaies complémentaires se réduisent en volume, parce que les gens préfèrent évidemment être payés en francs suisses puisqu'elle est complètement convertible et elle est complètement liquide à l'échelle mondiale. Tandis que la monnaie VIR ne l'est pas. Il y a 75 000 entreprises qui en font partie, ce qui n'est pas négligeable et qui permet quand même de remplir pas mal de ses besoins, mais c'est moins liquide que l'autre. Donc on préfère le franc suisse quand il est disponible. Mais quand il n'est pas disponible, ça devient une question de survie de l'entreprise et de l'emploi. À ce moment-là, le volume augmente et compense en fait pour la récession. Et c'est ça le secret de l'économie suisse.